Les néons grésillent au-dessus de nos têtes. Ils projettent des ombres longues et nettes sur la table de réunion en acajou. Un stylo en argent se brise en deux. C'est un craquement violent et soudain dans le silence de mort. Dominique n'élève pas la voix quand il donne un ordre. Il n'en a jamais eu besoin. Les hommes en costume sur mesure transpirent à travers leur col en soie. Ils attendent que la sentence tombe. Mais Dominique ne les regarde pas. Ses yeux sombres sont fixés uniquement sur les mains tremblantes de sa secrétaire à toute épreuve, et sur l'homme qui a provoqué ce tremblement. Nora Hayes ne posait pas de questions sur les manifestes d'expédition. Si 3 tonnes d'huile d'olive importée nécessitaient une escorte armée du port de Miami à un entrepôt de Chicago, elle remplissait simplement les formulaires de réquisition. Elle cochait les cases. Elle s'assurait que les factures étaient payées à temps, transitant par 3 sociétés écrans différentes avant d'atterrir proprement dans les registres de Rousseau Logistics. C'était un mardi matin. Il pleuvait. Les gouttes martelaient les baies vitrées du 64e étage. Elle transformait la ligne d'horizon de Chicago en une tache grise et larmoyante. Nora se tenait près de la machine à expresso dans l'antichambre de la direction. Le broyeur émettait un bruit de grincement mécanique et strident qui noyait le silence du bureau vide. Elle regardait le liquide sombre se déverser dans la tasse en porcelaine. 3 secondes d'extraction, pas de sucre, un filet d'eau froide pour ramener la température exactement à ce que son patron préférait. Elle portait une jupe crayon gris anthracite, un chemisier blanc à col haut et des talons aiguilles noirs. Ses cheveux étaient tirés en un chignon français sévère. C'était une armure. Chaque épingle, chaque pli, chaque couleur neutre méticuleusement choisie était une barricade. Une barricade entre elle et la réalité des hommes pour qui elle travaillait. La lourde porte en chêne du bureau intérieur s'ouvrit. Dominique Rousseau entra. Il ne se pavanait pas. Les hommes qui possédaient la ville n'avaient pas besoin de parader. Ils se déplaçaient avec une économie de mouvement terrifiante. Une présence calme et lourde qui aspirait l'air de la pièce. Il portait un costume bleu marine qui coûtait plus cher que la première voiture de Nora. Sa cravate était desserrée. Des ombres s'accrochaient aux angles vifs de sa mâchoire, encadrant des yeux de la couleur de la terre froide. « Bonjour, Nora », dit-il. Sa voix était un grondement sourd, usé par les cigares bon marché et les appels nocturnes qu'il ne la laissait jamais écouter. « Monsieur Rousseau ». Elle se tourna, tenant la soucoupe. Elle s'avança et la posa sur son bureau à exactement 5 centimètres du bord de son sous-main en cuir. Les rapports trimestriels sont dans le dossier rouge. Les cartes routières mises à jour pour la côte Est sont dans le bleu. Vous avez la réunion de fusion avec le groupe Callaway à 10 heures. Dominique prit le café. Il ne regarda pas les dossiers, il la regarda. Il la regardait toujours 1 seconde de trop. Ce n'était pas prédateur, c'était analytique. Dominique démontait des moteurs pendant son temps libre. Nora avait souvent l'impression qu'il regardait les gens de la même manière, cherchant la vis desserrée, le joint rouillé. « Vous êtes arrivé tôt », nota-t-il. Il prit une gorgée. Température parfaite, comme toujours. Le dossier Callaway nécessitait une double vérification. Leur déclaration d'actifs ne correspondait pas à leur déclaration de revenus de 2024. J'ai refait les calculs. La lèvre de Dominique tressaillit. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un sourire chez lui. Ils essaient de cacher une flotte de camions. Ils s'y prennent très mal, répondit Nora d'une voix lisse. Bien, nous allons les saigner sur l'évaluation. Dominique reposa la tasse. Asseyez-vous avec moi pendant la réunion. Je veux que vous preniez des notes. Si leur PDG hésite, je veux que ce soit consigné. Compris. Nora se tourna pour retourner à son bureau. Nora. Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. Dominique était appuyé contre le bord de son bureau, les bras croisés sur sa large poitrine. La ville pleurait derrière lui. Vous avez l'air fatigué. C'était une constatation dénuée de pitié. La colonne vertébrale de Nora se raidit. Elle détestait quand il remarquait les fissures. Elle avait passé le week-end à emballer les dernières affaires de son ancien appartement, l'appartement qu'elle partageait autrefois. Les souvenirs l'avaient empêché de dormir, fixant le plafond, sentant le poids fantôme d'une main sur sa taille, qui n'était plus là depuis 3 ans. « Je vais très bien, monsieur Rousseau. Je me concentre juste sur la fusion. » Il la fixa. Le silence s'étira, lourd et épais. Finalement, il hocha lentement la tête. 10 heures, apportez le dossier rouge.
Elle s'échappa vers son bureau. Elle s'enfonça dans sa chaise ergonomique et pressa les paumes de ses mains contre ses yeux jusqu'à ce que des étoiles fleurissent dans l'obscurité. Elle allait bien. Elle avait 31 ans, gagnait un salaire à 6 chiffres et était entièrement indépendante. Elle n'avait pas besoin d'être fatiguée. Elle n'avait pas besoin d'être hantée. Elle arrangea ses stylos. Elle lissa sa jupe. Elle vérifia sa montre. 9h45. Le groupe Callaway était une façade légitime. Tout le monde le savait. Il transportait du fret légitime. Mais il transportait aussi des choses qui n'apparaissaient pas sur le papier. Dominique les rachetait pour monopoliser les routes de transit à travers le Midwest. C'était censé être une prise de contrôle hostile standard. Entrer, mettre les cartes sur table, les regarder plier et signer les papiers. Nora ressemblait sa tablette et le dossier rouge. Elle retourna dans la salle de réunion attenante au bureau de Dominique. Ça sentait le produit à polir au citron et le cuir cher. Elle plaça la chaise de Dominique en bout de table. Elle prit place directement à sa droite, se fondant dans le décor. Un fantôme avec un stylet. À 9h55, le carillon de l'ascenseur retentit au loin. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir au parquet de bois. Des voix étouffées, la fausse gaieté agressive de la posture d'entreprise. Dominique entra par sa porte privée. Il boutonna sa veste de costume, son expression se durcissant comme du granit. L'homme d'affaires disparut. Le patron prit sa place. Les portes doubles s'ouvrirent. Nora ne leva pas les yeux immédiatement. Elle tapait la date et l'heure sur sa tablette, ses doigts volant sur l'écran de verre. Dominique, un plaisir. Une voix tonitruante. Richard Callaway, le patriarche vieillissant du groupe. « Richard, asseyez-vous » répondit Dominique. Un ordre déguisé en invitation. Nora tapota l'écran, verrouillant l'entête. Elle leva enfin les yeux pour faire le décompte. Richard, 2 avocats en costume gris, un directeur financier à l'air nerveux, serrant une mallette comme une bouée de sauvetage. Et un 5e homme, un homme qui tirait une chaise en face de Nora. Un homme portant un costume anthracite sur mesure, ses cheveux blonds coiffés en arrière, exactement comme avant. Il riait de quelque chose. Un des avocats dit, un son sec et arrogant qui frappa les oreilles de Nora comme du verre brisé. Le stylet glissa de ses doigts. Il claqua bruyamment contre la table en acajou. L'homme cessa de rire. Il regarda de l'autre côté de la table. Ses yeux bleus se fixèrent sur les siens. Caleb. L'air dans la salle de réunion se transforma en cendres dans les poumons de Nora. Elle ne pouvait plus respirer. Son cœur, normalement un métronome régulier et rythmé, se mit à battre violemment contre ses côtes. Caleb Pierce était censé être à New York. Il était censé gravir les échelons d'une banque de second ordre, charmer les épouses des associés et s'attribuer le mérite du travail des autres. Il n'était pas censé être ici. Pas à Chicago. Pas dans la salle de réunion de Dominique Rousseau. L'expression de Caleb refléta la sienne pendant une fraction de seconde. Le choc, suivi d'une lueur soudaine et écœurante d'amusement. Ses lèvres se retroussèrent en ce sourire en coin familier. Celui qui lui donnait autrefois des papillons dans le ventre, celui qu'elle réalisait maintenant être le prélude à un mensonge. « Eh bien » murmura Caleb, sa voix perçant le bruissement des mallettes et des chaises que l'on tire. Le monde est petit. Les mains de Nora tremblaient. Elle les retira rapidement de la table, les enfouissant sur ses genoux. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses cuisses à travers le tissu de sa jupe. « Respire » se commanda-t-elle. « Ne le laisse pas voir que tu saignes. » La tête de Dominique tourna lentement. Il regarda Caleb. Puis il regarda Nora. Rien n'échappait à Dominique. Il vit le stylet sur la table. Il vit la ligne rigide des épaules de Nora. Il vit la pâleur soudaine de sa peau. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Vous connaissez ma secrétaire, Monsieur Pierce ?» demanda Dominique. Le ton était conversationnel, doux. C'était le même ton qu'il utilisait juste avant de ruiner la vie d'un homme. Caleb gloussa, se penchant en arrière dans sa chaise. Il dégageait une confiance imméritée, totalement inconscient du prédateur alpha assis en bout de table. « On peut dire qu'on se connaît depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir servir le café, Nora. Je pensais que tu étais destinée à de plus grandes choses. C'était une attaque délibérée, un rabaissement public conçu pour la déstabiliser. » Nora ravala la boule de bile qui lui montait à la gorge. Elle força ses mains à se détendre, ramassant le stylet avec des doigts raides et robotiques. Elle regarda l'écran de la tablette.
C'était flou. « Monsieur Pierce, dit Nora, sa voix semblant faible et fragile à ses propres oreilles. Nous sommes ici pour discuter de la fusion. Direct au but. Tu as toujours été un peu rigide. » Caleb ricana d'un air enjoué. Il regarda Richard Calloway. « Nora et moi avons une histoire. Nous étions fiancés. » Le mot tomba comme un poids de plomb au centre de la table. Les hommes de Calloway ricanèrent nerveusement, ne sachant pas comment interpréter l'ambiance. Dominic ne ricana pas. Il ne bougea pas. Il resta parfaitement immobile, ses yeux sombres fixés sur Caleb. Le silence s'étira, fin et tendu comme une corde de piano. Le rire nerveux du côté de Calloway mourut d'une mort rapide et gênante. « Ah oui » dit doucement Dominique. « De l'histoire ancienne » dit Caleb avec un geste dédaigneux de la main. « D'autres vies » j'ai tourné la page. Heureux de voir qu'elle a trouvé un travail. Nora sentit la chaleur monter à ses joues. L'humiliation brûlait comme une fièvre. Il l'avait quitté 1 mois avant le mariage. Il avait vidé le compte joint et déménagé à Manhattan avec une assistante juridique de 23 ans, laissant Nora affronter les traiteurs, les invités et la dette écrasante d'une réception annulée. Il lui avait fallu des années pour reconstruire le mur qu'il avait abattu, et d'un seul sourire en coin, il en ébréchait le mortier. Passons aux chiffres, Dominic. Richard Calloway intervint, sentant l'hostilité soudaine, mais en interprétant mal la source. Mon équipe ici, y compris Caleb, qui s'occupe de nos acquisitions, a examiné votre offre initiale. Nous la trouvons insuffisante. Dominique reporta son regard sur Richard. L'intensité mortelle disparut, remplacée par un calcul froid et commercial. Vous trouvez que 80 millions, c'est insuffisant pour une flotte de vieux camions et un problème syndical que vous ne pouvez pas résoudre, déclara Dominique. La réunion commença. Pendant les 45 minutes suivantes, Nora exista dans un état de panique dissociative. Elle tapait. Elle enregistrait les chiffres. Elle notait les hésitations, comme Dominique l'avait ordonné. Mais sa peau la démangeait. Chaque fois qu'elle levait les yeux, Caleb la fixait. Il ne prêtait pas attention aux négociations. Il la regardait. Il disséquait la coupe de son chemisier, la sévérité de sa coiffure. Il se délectait de son malaise. Il se penchait périodiquement pour murmurer quelque chose à l'avocat à côté de lui, sans jamais quitter Nora des yeux. Elle voulait fuir. Elle voulait se lever, lui jeter la tablette à son visage suffisant et courir sous la pluie. Mais elle était Nora Hayes, et elle travaillait pour Dominic Rousseau. On ne fuit pas. Votre évaluation ne tient pas compte de l'immobilier. Caleb intervint soudainement, claquant un dossier sur la table. Il regarda directement Nora. Nous possédons les centres de distribution en pleine propriété. 14 acres de terrain industriel de premier choix. Vous voulez les routes, vous achetez la terre sur laquelle elles reposent. Le prix est de 120 millions, pas 1 centime de moins. Dominique se pencha en arrière. Il prit son stylo en argent, le faisant tourner entre ses doigts. La terre est polluée, Pierce, dit doucement Dominique. Des rejets industriels des propriétaires précédents. L'agence de protection de l'environnement renifle dans le coin. Je devrais investir 20 millions en dépollution, juste pour garder les fédéraux à distance. L'immobilier est un passif. Vous avez de la chance que je vous en débarrasse. La mâchoire de Caleb se crispa. Il n'avait pas l'habitude d'être rabroué si efficacement. Il regarda Nora, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville sous sa frustration. Nous ne bougerons pas sur le prix. Caleb lança sèchement. C'est à prendre ou à laisser. Caleb. Richard siffla à voix basse. Ce n'était pas une banque. On ne donnait pas d'ultimatum à Dominique Rousseau. Dominique arrêta de faire tourner le stylo. Il le posa. « Nous allons prendre une pause de 10 minutes », annonça Dominique, sa voix dénuée d'inflexion. « Richard, vous expliquerez à votre responsable des acquisitions à qui il s'adresse, puis vous reviendrez avec un chiffre réaliste. » Dominique se leva. La réunion était suspendue. Les hommes de Calloway se levèrent précipitamment de leurs chaises, se dirigeant vers le couloir pour se regrouper et discuter en privé. Nora garda la tête baissée, organisant désespérément les fichiers numériques, priant pour que Caleb les suive. Il ne le fit pas. Alors que la salle de réunion se vidait, les lourdes portes se refermant derrière Richard Calloway, Caleb contourna la grande table. Il marchait lentement, un prédateur acculant un oiseau blessé. Les doigts de Nora se figèrent sur l'écran de verre. La seule autre personne dans la pièce était Dominique, qui s'était approché des baies vitrées. Le dos tourné, il regardait la pluie.
Caleb s'arrêta juste derrière la chaise de Nora. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, du bois de santal et du gin cher. L'odeur la rendit violemment nauséeuse. « Tu as l'air tendue, Nora, » murmura Caleb, sa voix baissant, destinée uniquement à elle. « Travailler pour un mafieux glorifié. Le salaire vaut-il l'anxiété? Parce que tu as l'air sur le point de craquer. Éloigne-toi de ma chaise, Caleb, » dit Nora. Sa voix tremblait. Elle se détesta pour ça. Caleb se pencha, posant ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Il envahit son espace, approchant sa bouche de son oreille. Toujours à donner des ordres. « Tu ne peux pas te défendre, » murmura-t-il. Une cruauté familière et méchante perçait dans son ton. « J'ai vu comment tu m'as regardé quand je suis entré. Tu ne t'en es toujours pas remise, n'est-ce pas? Toujours la même fille pathétique et nécessiteuse qui attend une bague. » Le souffle de Nora se coupa. Une larme, chaude et involontaire, perla au coin de son œil. Elle serra la mâchoire, refusant de la laisser couler. Soudain, une ombre tomba sur la table. Elle les engloutit tous les deux. Caleb cessa de parler, son aura suffisante s'évaporant instantanément. Avant que ses doigts ne puissent toucher le laiton, elle entendit le clic lourd et distinct d'une clé tournant dans la serrure de l'extérieur. Clara s'effigia. Elle recula, alors que la porte s'ouvrait. Dominic se tenait de l'autre côté de la table, penché en avant sur ses poings. Ses yeux étaient entièrement noirs. Mort. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Dominic. « Aucun problème, Rousseau. » Caleb bégaya légèrement, s'éclaircissant la gorge. « Je prenais juste des nouvelles d'une vieille amie. Je lui disais qu'elle était belle. Un peu tendue, peut-être. » Le regard de Dominic se posa sur Nora. Il vit la façon dont elle serrait la tablette à s'en blanchir les doigts. Il vit la lueur d'humidité dans ses yeux, qu'elle essayait furieusement de faire disparaître en clignant des yeux. Il vit la façon dont elle se tassait dans le cuir de sa chaise, essayant de se faire toute petite. Nora n'avait jamais manqué un jour de travail. Elle ne s'était jamais plainte. Elle s'était interposée entre Dominic et des inculpations fédérales d'un coup de stylo et avec une volonté de faire. Elle était à lui, sa responsabilité, son bras droit. Dominic regarda de nouveau Caleb. Il ne cria pas, il ne jura pas. Il tendit simplement la main et prit le stylo en argent sur la table. Avec un craquement écœurant, il brisa le stylo en métal massif en deux. L'encre coula sur ses doigts, sombre et tachante comme du sang contusionné. Il laissa tomber les moitiés brisées sur l'acajou poli. Elles claquèrent bruyamment dans la pièce silencieuse. Caleb tressaillit, reculant d'un autre pas, heurtant le mur. « Tu ne lui parles pas, » ordonna Dominic. Le calme de sa voix rendait la chose infiniment pire. « Tu ne la regardes pas. Tu ne respires pas l'air dans son voisinage immédiat. Si tu regardes encore ma secrétaire, je te ferai sortir de ce bâtiment, et je n'utiliserai pas l'ascenseur. » Caleb déglutit difficilement, sa pomme d'Adam se balançant. L'arrogance avait complètement disparu, remplacée par une terreur primale et instinctive. Il réalisa soudain que les rumeurs sur Dominic Rousseau n'étaient pas des exagérations d'entreprise. « J'étais juste en train de... » essaya Caleb. « Vous étiez en train de quitter la pièce. » Dominic le coupa. Caleb regarda Nora une dernière fois, un regard fugace de gêne et de colère, avant de se tourner et de fuir pratiquement vers les portes doubles. Le lourd chêne claqua derrière lui. Le silence revint, épais, suffocant. Nora resta assise, figée. L'adrénaline se retirait d'elle, la laissant vide et tremblante. Elle fixa le stylo cassé sur la table, l'encre formant une flaque sur le bois précieux. Dominic sortit un mouchoir de sa poche. Il essuya calmement l'encre de ses doigts. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il ne lui offrit pas de platitudes vides. Il savait qu'elles étaient inutiles. Il contourna la table et s'arrêta à côté d'elle. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes. « C'était votre fiancé », déclara Dominic. Nora hocha la tête une fois, d'un mouvement sec et tendu. « Oui, il vous a brisé le cœur. Oui. » Sa voix se cassa. Elle détestait cette faiblesse, mais elle ne pouvait pas la lui cacher. Pas maintenant. Dominic la fixa un long moment. Il vit le fantôme de la fille qu'elle était autrefois, luttant avec la femme blindée qu'elle était devenue. Il savait exactement ce que les hommes comme Caleb Pierce faisaient aux femmes comme Nora. Il se nourrissait d'elles. Il les brisait pour se construire. Dominic jeta le mouchoir taché sur la table. « Quand ils reviendront, » dit Dominic, sa voix baissant, perdant son tranchant mais conservant tout son fer.
Il va te regarder. Il ne pourra pas s'en empêcher. Il a besoin de savoir qu'il a toujours du pouvoir sur toi. Nora ferma les yeux. Je sais. Tu ne vas pas le laisser faire. Nora ouvrit les yeux, levant le regard vers son patron. Comment? Dominique se pencha. Sa grande main chaude couvrit ses mains tremblantes. Le contact fut choquant. C'était la première fois en 3 ans qu'il la touchait. Sa prise était ferme, l'ancrant, la ramenant au présent. Quand il te regardera, ordonna Dominique, ses yeux sombres se fixant sur les siens, brûlant d'une possessivité féroce et terrifiante. Dis-lui que tu es prise. Nora cessa de respirer. La pluie battante martelait la vitre derrière Dominique, mais le son semblait à des kilomètres. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la chaleur de sa main sur la sienne et l'ordre absolu et inflexible dans sa voix. Dis-lui que tu es prise. Elle le fixa, son esprit tourbillonnant follement, essayant de traiter l'information. Était-ce une tactique, un jeu de pouvoir pour déstabiliser l'opposition? Avec Dominique, les affaires et la violence étaient souvent entremêlées, indiscernables l'une de l'autre. « Monsieur Rousseau », commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Dominique », la corrigea-t-il doucement. Il ne bougea pas sa main. Il ajusta simplement sa prise, son pouce effleurant ses jointures. Le contact peau contre peau envoya une décharge électrique le long de son bras, contournant entièrement son armure soigneusement construite. « Dominique !» souffla-t-elle, se corrigeant. « Je ne comprends pas. » « Si je dis ça, ça implique que Caleb Pierce ne détient plus l'acte de propriété de votre esprit, dit Dominique platement. Ça implique qu'il a été remplacé par quelqu'un qui ne tolère pas le manque de respect. C'est un lâche, Nora. Les lâches n'attaquent que lorsqu'ils pensent que la cible est sans défense. Il retira lentement sa main. L'absence de sa chaleur laissa ses mains plus froides qu'avant. Il retourna à sa chaise en bout de table. Il s'assit, redressant ses poignets de chemise, ajustant sa cravate. Le bref moment d'intimité intense disparut, avalé par la figure imposante du chef de la mafia. « Mais c'est un mensonge », réussit à dire Nora, serrant sa tablette contre sa poitrine. Dominique la regarda, d'un regard sombre et impénétrable. « Vraiment ?» Avant qu'elle ne puisse disséquer la gravité de cette question, les lourdes portes doubles s'entr'ouvrirent. Les hommes de Calloway rentrèrent. Ils avaient l'air vaincus. La brève pause de 10 minutes avait clairement été une dispute frénétique dans le couloir, se terminant par une reddition. Caleb entra en dernier. Il évita complètement le regard de Dominique. Il avait l'air pâle, les bords de son arrogance complètement émoussés. Il prit sa place, gardant les yeux fermement fixés sur le bois poli devant lui. Richard Calloway s'éclaircit la gorge. « Dominique, nous avons discuté des préoccupations environnementales concernant l'immobilier. Nous sommes prêts à ajuster notre prix demandé à 95 millions pour l'ensemble du lot. Actifs, routes et terrain. » Dominique se pencha en arrière. Il joignit le bout de ses doigts. Il laissa le silence s'éterniser, laissant les hommes de Calloway transpirer. Il les fit attendre 10 secondes. 20. 90. Dominique contre-attaqua enfin. « Dominique, soyez raisonnable, » commença Richard. « 90. » répéta Dominique. Le mot frappa comme un marteau sur une enclume. Et Pierce se retire de la gestion de la transition. Je ne veux pas de son nom sur un seul document qui traverse mon bureau. La tête de Caleb se redressa d'un coup. Son visage devint d'un rouge sombre et laid. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui ai apporté cette affaire sur la table. Vous avez apporté un cadavre boursouflé sur ma table et essayé de le vendre comme un marathonien, dit froidement Dominique. Vous êtes dehors. Ou l'affaire meurt ici, et je laisse la grève syndicale vous saigner à blanc d'ici novembre. Richard posa une main lourde sur le bras de Caleb, le serrant en guise d'avertissement. D'accord, dit Richard d'une voix tendue. 90 millions. Caleb sera immédiatement réaffecté au bureau de New York. C'était fini. Une exécution d'entreprise réalisée avec une précision chirurgicale. Nora tapa les chiffres finalisés sur la tablette. Ses mains avaient cessé de trembler. Le poids fantôme de la présence de Caleb, l'anxiété qui l'avait étouffé pendant la dernière heure, avait disparu. Il avait été systématiquement démantelé et écrasé par l'homme assis à côté d'elle. « Faites rédiger les contrats pour vendredi », dit Dominique en se levant. La réunion était terminée. Les hommes de Calloway se levèrent, impatients de quitter la pièce. Richard serra rapidement la main de Dominique avant de faire sortir ses avocats. Caleb s'attarda. Il rangea sa mallette avec des mouvements lents et délibérés.
Sa fierté était en lambeaux. Il avait été humilié devant son patron, dépouillé de sa commission et banni à New York, et il savait exactement pourquoi. Alors que les autres quittaient la pièce, Caleb ferma sa mallette d'un coup sec. Il regarda Nora de l'autre côté de la table. La peur que Dominic lui avait inspirée luttait avec un ressentiment amer et toxique. Il ne pouvait pas attaquer Dominic, mais il pouvait encore essayer de récupérer une once de dignité en la blessant. Il contourna la table, mais il s'arrêta à une distance de sécurité, gardant un œil sur Dominic, qui rassemblait ses dossiers. « Sacre chien de garde que tu t'es trouvé, Nora. » Caleb ricana, sa voix basse et laide. « C'est comme ça que tu as gravi les échelons ici, en passant d'un lit à un autre. » L'ancienne Nora, la fille qui pleurait dans une robe de mariée, se serait effondrée. Elle aurait baissé les yeux, encaissé le coup, et saigné en silence. Nora regarda Caleb. Elle vit le menton fuyant. Elle vit le désespoir dans ses yeux. Elle vit un garçon essayant de jouer à un jeu d'homme et perdant de manière catastrophique. Elle sentit Dominic s'arrêter à côté d'elle, la lourde présence protectrice qui émanait de lui. Il ne parla pas. Il n'intervint pas. Il attendait. Il lui avait donné l'arme. Maintenant, il attendait de voir si elle allait s'en servir. Nora se leva. Elle lissa sa jupe anthracite. Elle prit sa tablette. Elle regarda Caleb droit dans les yeux. Sa posture parfaitement droite. Son expression un masque de glace indéchiffrable. « Ma vie personnelle ne vous concerne pas, Caleb, » dit Nora. Sa voix était stable, résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Mais pour information, elle fit une pause. Elle laissa le silence s'étirer, tout comme Dominic. Elle laissa Caleb attendre. « Je suis prise. » Caleb se figea. Le ricanement vacilla sur ses lèvres. Il regarda de Nora à l'imposante silhouette sombre de Dominic debout juste à côté d'elle, leurs épaules à quelques centimètres l'une de l'autre. La réalité de la situation, l'intimité silencieuse, la défense violente firent enfin tilt dans son petit esprit. Il n'avait pas seulement affaire à un patron protégeant une employée. Il avait affaire à un homme protégeant ce qui lui appartenait. Caleb ouvrit la bouche, puis la referma. Les derniers vestiges de son ego se dissolurent. Il agrippa sa mallette, tourna les talons et sortit de la salle de réunion sans un mot de plus. Nora regarda la porte se refermer. Le silence se précipita de nouveau, mais il n'était plus lourd. Il semblait pur. Le fantôme avait été exorcisé. Elle laissa échapper un long souffle frissonnant, ses épaules s'affaissant d'un centimètre. « Bien !» Un grondement sourd retentit à côté d'elle. Nora tourna la tête. Dominic la regardait. Les yeux froids et morts de requin avaient disparu. À leur place se trouvait une chaleur sombre et bouillonnante qui lui coupa le souffle à nouveau. « Merci », murmura Nora. « Pour être intervenu. »« Je n'ai rien fait », dit Dominic en ramassant le dossier rouge. « C'est toi qui as appuyé sur la gâchette. » Il se tourna pour retourner dans son bureau. Dominic appela Nora avant de pouvoir se retenir. Il s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. « C'était juste une tactique ?» demanda-t-elle, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « Louis dire ça ?» Dominic la regarda longuement. La pluie continuait de battre contre la vitre. Une ligne de batterie chaotique derrière sa silhouette silencieuse et imposante. « Je ne mens pas dans ma salle de réunion, Nora, » dit doucement Dominic. « Apportez les contrats révisés à mon bureau. » Il entra dans son bureau, laissant la porte ouverte. Nora se tenait seule dans la salle de réunion. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elle ne tremblait pas. Elle ramassa les morceaux cassés du stylo en argent sur la table, les serrant fort dans sa paume, et le suivit. Nora garda le stylo. Elle se disait que c'était une preuve, un rappel de la nature volatile de l'homme qui signait ses chèques de paye. Mais quand elle plaça les 2 moitiés d'argent brisées dans le plateau peu profond de son tiroir de bureau supérieur, les enterrant sous une pile de surligneurs, elle sut qu'elle se mentait à elle-même. Ce n'était pas un avertissement, c'était un trophée. Le jeudi soir, la pluie de Chicago s'était transformée en grésil, fouettant le verre renforcé du 64e étage avec un son de sable projeté. Le reste de l'étage de la direction s'était vidé à 5 heures. Nora était encore à son bureau à 9h30. L'acquisition de Callaway était un désastre désorganisé. Richard Callaway avait géré son empire logistique sur des poignées de main et des promesses de parcours de golf, laissant derrière lui une trace écrite qui ressemblait à une demande de rançon déchiquetée. Nora était assise, entourée de 6 registres ouverts différents,
ses lunettes glissant sur l'arête de son nez. La porte du bureau intérieur était ouverte. Elle était restée ouverte depuis mardi. Vous corrigez une erreur d'arrondi qui s'élève à 400 $. La voix de Dominique flotta depuis la pièce sombre. Nora ne tressaillit pas. Elle s'était habituée à son immobilité surnaturelle. Il était assis dans le fauteuil en cuir dans le coin de son bureau depuis 1 heure, lisant un folio relié en cuir, faisant à peine un bruit. C'est 412 $, Dominique, corrigea Nora, tapant une série de chiffres dans sa feuille de calcul. Utiliser son prénom lui donnait encore l'impression de sauter d'une falaise. Et ce n'est pas une question de montant. C'est une erreur systémique dans leur logiciel de paye. Si je ne la corrige pas maintenant, elle s'aggravera au prochain trimestre. Il est 10 heures. Je suis au courant du fonctionnement des horloges. Un lourd silence suivit. Ce n'était pas le silence suffocant et terrifiant de la salle de réunion. C'était un poids calme et évaluateur. Nora entendit le grattement d'un pied de chaise suivi du pas lourd et mesuré de ses pas sur le parquet. Il entra dans l'antichambre et s'arrêta à côté de son bureau. Il avait enlevé sa veste et sa cravate des heures auparavant. Les 2 premiers boutons de sa chemise blanche impeccable étaient défaits. Sous le coton coûteux, les lanières de cuir sombre d'un holster d'épaule reposaient à plat contre ses côtes. Il n'essayait pas de le cacher. Il ne l'avait jamais fait. C'était une partie calculée de l'écosystème dans lequel ils existaient. Dominique laissa tomber un sac en papier blanc sur son bureau. Il atterrit lourdement juste au-dessus d'une pile de déclarations de revenus de Callaway. L'odeur d'ail rôti et de viande saisie inonda instantanément l'air stérile. « Mange », ordonna-t-il. Nora leva les yeux. « Je n'ai pas faim. Vous n'avez rien mangé depuis une seule tranche de pain grillé à 7 heures ce matin, déclara Dominique. Vous avez bu 3 expressos. Vous êtes allé au distributeur automatique du 42e étage à 3 heures. Mais il était bloqué. Alors vous êtes revenu les mains vides. Mangez le steak. Nora le fixa. L'étendue terrifiante de sa conscience était paralysante. Vous faites suivre mes passages d'ascenseur par la sécurité? Je n'ai pas besoin de la sécurité pour savoir que vous fonctionnez sur les réserves. Il tendit la main, tapotant le côté du sac en papier avec un doigt lourd. Ouvrez-le, ou je resterai ici à vous regarder mâcher. Il le ferait en plus. Nora soupira, remontant ses lunettes sur son nez. Elle sortit le récipient en polystyrène du sac. C'était une côte de bœuf du steakhouse en bas de la rue, celui qui exigeait des réservations 3 mois à l'avance. C'était encore fumant. Elle prit la fourchette en plastique fournie et en prit une bouchée. La saveur était riche, ancrant sa tête qui tournait soudainement. Dominique s'appuya contre le bord de son bureau, croisant les bras. Il la regardait. « Vous n'avez pas posé de questions sur Pierce », dit doucement Dominique. Nora Macha avala et garda les yeux sur la boîte en polystyrène. Il a été réaffecté. Vous avez été clair là-dessus. J'ai passé un coup de fil, corrigea Dominique. Son cabinet à New York dépend fortement de nos voies de navigation pour leur transfert d'actifs physiques. Il a été licencié à 16 heures aujourd'hui. Il est actuellement au chômage. La fourchette de Nora s'arrêta en l'air. Elle leva les yeux vers lui. Le visage de Dominique était illisible. Une plaque de granit sculptée de lignes nettes et impitoyables. Il ne se vantait pas. Il livrait un rapport de situation. Il avait chirurgicalement retiré une tumeur de sa vie. Et il confirmait simplement que l'opération avait été un succès. « Vous n'aviez pas à faire ça », dit-elle, la voix tendue. « Je protège mes investissements », répondit Dominique doucement. « Vous étiez distraite. Maintenant, vous ne l'êtes plus. » C'était une excuse froide et pragmatique. Ils le savaient tous les deux. Dominique Rousseau ne ruinait pas un cadre bancaire de niveau intermédiaire pour une erreur d'arrondi de 400 $. Nora posa la fourchette. L'armure cynique qu'elle portait si étroitement sembla soudainement fragile. « Pourquoi m'avez-vous engagé, Dominique, il y a 3 ans? J'étais un désastre. Je croulais sous les dettes d'un mariage annulé. Mon CV était adéquat, mais je n'étais pas du genre requin d'entreprise. Pourquoi moi ?» Dominique baissa les yeux sur elle. Les ombres du bureau faiblement éclairées s'accrochaient à sa mâchoire. « Parce que vous étiez en colère », dit-il simplement. Tous les autres qui ont postulé pour ce poste voulaient être riches ou ils voulaient se sentir dangereux par procuration. Vous vouliez juste survivre. J'ai vu une femme qui avait vécu le pire jour de sa vie et au lieu de se briser, elle a construit un mur. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait construire des murs. Il se détacha du bureau.
sa grande silhouette la dominant pendant une fraction de seconde. Finissez le steak. Laissez les registres. L'argent manquera encore demain. Il se tourna et retourna dans son bureau. Nora resta assise dans le calme, le goût de l'ail sur la langue, fixant l'embrasure de la porte vide. Elle n'était plus seulement une employée. Elle était un mur derrière lequel il avait décidé de se tenir. Et pour la première fois en 3 ans, elle ne voulait pas le tenir à l'écart. La réalité du monde de Dominique Rousseau débordait rarement au 64e étage. Il maintenait la violence en quarantaine. Les entrepôts du Southside, les quais, les arrière-salles des clubs sociaux. C'est là que le sale travail se faisait. Le bureau de l'entreprise était un sanctuaire de feuilles de calcul et de tranches d'imposition légitimes. Jusqu'à lundi matin, Nora versait une carafe d'eau fraîche lorsque l'ascenseur privé sonna. Ce n'étaient pas les ascenseurs principaux. C'était l'ascenseur sécurisé qui contournait la réception, arrivant directement dans le foyer privé de Dominique. La lourde porte en acier s'ouvrit. Dominique sortit. Il ne portait pas sa veste de costume. Sa cravate manquait. Sa chemise blanche, habituellement impeccable, était déchirée à l'épaule. Le tissu impeccable était taché d'une traînée sombre couleur rouille. Nora se figea, la carafe en verre lourde dans sa main. Derrière lui marchait Léo, une montagne d'hommes qui servait de chauffeur et d'ombre à Dominique. Léo avait l'air totalement imperturbable, bien que ses jointures fussent fortement contusionnées. Dominique ne regarda pas Nora immédiatement. Il passa directement devant son bureau en direction de son bureau. Annulez le rendez-vous de 11 heures avec l'autorité portuaire. Dites-leur qu'il y a eu un conflit d'horaire. Mettez Thomas en ligne et dites-lui de rédiger une indemnité de départ pour le directeur régional de Callaway. Clause de non-divulgation standard. S'il rechigne, dites-lui que l'indemnité le garde hors de la rivière. Les mots étaient secs. Le ton était de glace absolue. Dominique, dit Nora. Il s'arrêta sur le seuil de son bureau. Il tourna la tête. Elle le vit alors, une coupure nette et laide sur sa lèvre inférieure, une ecchymose foncée le long de sa pommette gauche. Ce n'était pas un passage à tabac catastrophique. Mais c'était une violation. Quelqu'un avait posé les mains sur l'homme intouchable. Léo grogna depuis le couloir. Le type avait une arme dissimulée. Le patron ne voulait pas laisser partir les routes de transit sans une prime de départ. Il a frappé le premier. Il a frappé le dernier. Corrigea doucement Dominique, sans jamais rompre le contact visuel avec Nora. Passez les appels, Nora. Il entra dans son bureau et ferma la lourde porte en chêne. C'était un renvoi. Une ligne nette et distincte tracée dans le sable. Faites la paperasse. Ignorez le sang. Nora posa la carafe d'eau. Son cœur battait à un rythme frénétique contre ses côtes. Elle regarda son écran d'ordinateur. Le calendrier clignotait, une grille nette et ordonnée de réunions et de conférences téléphoniques. C'était une fiction, une illusion fine comme du papier, couvrant un monde d'armes dissimulées et de dents brisées. Elle décrocha le téléphone. Elle composa le numéro de Thomas, le principal arrangeur du service juridique. Elle donna les instructions d'une voix plate et sans émotion. Elle annula la réunion de l'autorité portuaire. Puis elle se leva. Elle se dirigea vers les toilettes privées de la direction, au bout du couloir. Elle ouvrit l'armoire au-dessus du lavabo et sortit la trousse de premier secours en plastique blanc. Elle était restée intacte pendant 3 ans, une exigence obligatoire de sécurité au travail, prenant la poussière. Elle retourna au bureau de Dominique. Elle ne frappa pas. Elle tourna la poignée en laiton et poussa la porte. Dominique se tenait près de la baie vitrée, regardant la ville. Il avait enlevé son holster d'épaule. Il était posé sur son bureau, lourd et mortel. Il tenait un verre de liquide ambré foncé dans sa main droite. Il ne se retourna pas lorsque la porte se referma. « Je vous ai dit de passer les appels. »« Les appels sont passés, » dit Nora. Sa voix était stable, surprenant même elle-même. Elle traversa la vaste étendue du bureau. Ses talons claquaient doucement sur le tapis perçant. Elle posa la trousse en plastique sur le bord de son bureau en acajou, juste à côté du holster. La juxtaposition était frappante. La guérison et la mort, séparées par 5 centimètres de bois poli. Dominique se tourna enfin. Il regarda la trousse. Il la regarda. Sa mâchoire se crispa. « Je n'ai pas besoin d'une infirmière. Vous saignez sur un tapis à 3000 $. Nora fit remarquer calmement. Elle ouvrit les loquets en plastique. Elle sortit un tampon d'alcool stérile et déchira l'emballage en aluminium. Nora. C'était un avertissement.
bas et dangereux. Elle l'ignora. Elle contourna le bureau, envahissant son espace personnel. Elle dut lever la tête pour le regarder dans les yeux. De près, les dégâts étaient plus prononcés. La coupure sur sa lèvre suintait encore lentement. « Asseyez-vous sur le bord du bureau », ordonna-t-elle. Dominique la regarda de haut. Ses yeux sombres fouillèrent son visage. Cherchant le dégoût, cherchant la peur que Caleb avait montrée, cherchant la fissure qui la ferait fuir vers le monde sûr et stérile de l'entreprise. Il ne trouva rien d'autre qu'une résolution calme et inébranlable. Lentement, délibérément, il se pencha en arrière contre le bord du lourd bureau, posant ses mains de chaque côté de ses hanches. Il se soumit à son ordre. Nora se plaça entre ses genoux. La proximité était électrique. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de sa poitrine. Il sentait la pluie, la poudre à canon et le goût métallique du sang. Elle leva la main avec le tampon d'alcool. Sa main était stable, mais elle sentit son souffle se couper légèrement alors que ses doigts effleuraient sa mâchoire pour stabiliser sa tête. « Ça va piquer », murmura-t-elle. « J'ai connu pire », répondit-il doucement. Elle pressa le tampon sur sa lèvre fendue. Dominique ne tressaillit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il la regardait simplement. L'intensité de son regard était un poids physique qui pesait sur sa poitrine, volant l'oxygène de la pièce. « Vous ne devriez pas voir ça », dit Dominique. Sa voix un grondement sourd vibrant à travers sa poitrine et jusqu'au bout de ses doigts. « Les affaires sur le papier sont à vous. Ce côté-là, ce n'est pas pour vous. J'ai rempli les papiers qui ont absorbé un territoire hostile, Dominique. Pensiez-vous que je croyais que nous avions acquis ces routes avec un simple courriel poli ?» Nora essuya le sang séché, jetant le tampon taché dans la poubelle près de sa jambe. Elle ouvrit un petit tube de pommade antiseptique. Elle en tamponna sur son pouce et le pressa doucement contre sa coupure. « Les gens qui voient ce côté s'enfuient », déclara-t-il. Sa main tressaillit sur le bord du bureau comme s'il voulait tendre la main et attraper son poignet, mais se forçait à rester immobile. Nora rencontra ses yeux de terre morte. « Ai-je l'air de fuir ?» La respiration de Dominique changea. Elle devint plus lente, plus lourde. L'espace entre eux s'évapora. « Non », murmura-t-il. « Tu as l'air d'être exactement là où tu dois être. » L'invitation était sur un carton épais, bordé de feuilles d'or, exigeant leur présence au gala annuel de l'Association des transports des Grands Lacs. C'était une nécessité politique. L'acquisition de Callaway avait provoqué des remous dans le réseau logistique du Midwest. Les rivaux tournaient en rond, sentant le sang dans l'eau, attendant de voir si Dominique Rousseau pouvait réellement tenir le territoire qu'il avait violemment saisi. Il devait être vu. Il devait projeter une stabilité absolue et impénétrable. Et il avait besoin d'elle. « Vous y assisterez ?» lui avait dit Dominique mercredi, jetant l'invitation sur son clavier. « Achetez une robe. Facturez-la à l'entreprise. Nous partons à 7 heures samedi. » Ce n'était pas une demande. Maintenant, debout dans le hall en marbre du Palmer House Hilton, Nora sentait le poids de cet ordre. Elle portait du noir. C'était la seule couleur qui semblait appropriée pour se tenir à côté du diable. La robe était en soie, longue jusqu'au sol, avec un col haut qui rappelait sa tenue de travail sévère habituelle, mais le dos était profondément décolleté en V, exposant la peau pâle de sa colonne vertébrale. C'était une armure, mais d'un autre genre. Dominique se tenait à côté d'elle. Dans un smoking sur mesure, il ressemblait moins à un homme d'affaires qu'à un bourreau assistant à un couronnement. La salle de bal était une mer de faux sourires, de verres de champagne qui teintent et d'alliances calculées sans pitié. Au moment où ils franchirent les lourdes portes dorées, la température de la pièce sembla chuter. Le brouhaha ambiant baissa d'un cran. Les yeux les suivaient. Nora sentit la pression immédiate et suffocante d'être observée. C'étaient des gens dangereux, se cachant derrière des déductions fiscales philanthropiques. Elle se raidit instinctivement, sa posture se verrouillant dans celle de la secrétaire rigide et invisible qu'elle jouait au 64e étage. Elle fit un demi-pas en arrière, se préparant à se fondre dans son ombre. Dominique s'arrêta. Il ne regarda pas la foule. Il tourna la tête et la regarda. « Vous ne prenez pas de notes ce soir », dit-il. Sa voix était assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre par-dessus le quatuor à cordes qui jouait dans le coin. Il tendit la main, sa grande main posée à plat sur la peau exposée du bas de son dos. Nora allaita silencieusement. Sa paume était brûlante contre la fraîcheur de l'air de la salle de bal. Ses doigts se courbèrent légèrement, agrippant la courbe de sa taille,
l'ancrant à son côté. C'était une marque délibérée et possessive. « Marchez avec moi », ordonna-t-il doucement. Il ne se contenta pas de la guider, il la présenta. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, Nora réalisa exactement ce qu'il faisait. Les hommes qui normalement regarderaient une secrétaire avec mépris, les hommes qui considéraient les femmes comme des accessoires interchangeables ou des leviers, jetèrent un coup d'œil à l'endroit où la main de Dominique reposait et reculèrent physiquement. Il diffusait le mensonge qu'il avait dit à Caleb dans la salle de réunion. Il en faisait une vérité publique, prise. Ils s'approchèrent d'un cercle d'hommes plus âgés, fumant des cigares près des portes de la terrasse. Nora reconnut 2 sénateurs d'État et le chef du syndicat des débardeurs. « Dominique !» gronda le chef du syndicat, s'avançant avec un sourire forcé. « Une prise de contrôle brutale la semaine dernière. Vous avez laissé les frères Calloway saigner sur le trottoir. Je leur ai laissé une généreuse indemnité de départ, » répondit Dominique doucement, sa prise sur la taille de Nora se resserrant d'une fraction. Ils étaient négligents avec leurs actifs. « Je ne le suis pas, clairement. » Les yeux de l'homme glissèrent vers Nora, parcourant la longueur de la soie noire. C'était un regard évaluateur et sordide. « Et qui est cette charmante créature ?» Une amélioration par rapport au conseiller juridique habituel, je vois. Le silence qui suivit fut violent. Dominique n'éleva pas la voix. Il ne menaça pas. Il déplaça simplement son poids, tirant Nora d'un demi-pouce plus près pour que sa hanche presse solidement contre sa cuisse. « Voici Madame Hayes », dit Dominique. Le ton était d'un calme mortel, mais il contenait la promesse d'une mâchoire brisée. « Si vous la regardez encore comme ça, Arthur, nous ne négocierons pas les frais de quai le mois prochain. J'achèterai simplement les quais. » Le visage d'Arthur se vida de sa couleur. Il déglutit difficilement, ses yeux s'écartant instantanément de Nora. « Mes excuses, Dominique. Aucun manque de respect envers la dame. Veillez à ce que ça reste ainsi. » Dominique l'éloigna, avant qu'Arthur ne puisse offrir une autre excuse pathétique. Pendant les 3 heures suivantes, ce fut une masterclass en guerre psychologique. Dominique démantela des menaces voilées, obtint 2 contrats de transport et terrifia subtilement 3 rivaux jusqu'à la soumission. Et pendant tout ce temps, sa main ne la quitta jamais. Il ne la traita pas comme une employée jouant un rôle. Quand un serveur offrit du champagne, Dominique prit 2 verres et lui en tendit un. Une intimité silencieuse qui lui coupa le souffle. Quand elle frissonna près de la bouche de climatisation, il les repositionna doucement pour que sa large épaule bloque le courant d'air. Au moment où ils s'échappèrent vers le service de voiturier, les nerfs de Nora étaient complètement à vif. L'Eve US blindé noir s'arrêta au trottoir. Léo sortit, ouvrant la portière arrière. Nora se glissa sur la banquette arrière. Dominique monta à côté d'elle. La porte claqua, coupant le bruit de la ville, les plongeant dans le cocon silencieux et parfumé au cuir du véhicule. La cloison entre eux et Léo était relevée. C'était la première fois qu'ils étaient vraiment seuls depuis qu'ils l'avaient touché dans la salle de bal. Nora regardait droit devant elle, ses mains serrant sa petite pochette sur ses genoux. La chaleur fantôme de sa main brûlait encore sur sa colonne vertébrale. « Vous avez parfaitement joué votre rôle », dit Dominique dans l'obscurité silencieuse. « Était-ce un rôle » demanda Nora. La question lui échappa avant que son cerveau ne puisse l'arrêter. Le champagne avait dépouillé la dernière couche de sa prudence professionnelle. Dominique tourna lentement la tête. Les lampadaires qui défilaient devant les vitres teintées peignaient des ombres sur ses traits acérés. « Qu'est-ce que je vous ai dit dans la salle de réunion, Nora ? Vous avez dit que vous ne mentez pas, murmura-t-elle, ses jointures blanchissant sur sa pochette. « Je ne mens pas. » Il bougea sur le siège en cuir. Il tendit la main à travers l'espace qui les séparait. Il n'attrapa ni son poignet, ni sa taille. Il détacha doucement ses doigts crispés de la pochette. Il entrelaça ses doigts avec les siens, paume contre paume. « Il y a 3 ans, vous étiez une fille brisée qui avait besoin d'un mur, » dit Dominique, son pouce caressant lentement le dos de sa main. « Je vous en ai donné un. Je vous ai laissé vous cacher derrière les feuilles de calcul et le café froid. Je vous ai laissé prétendre que ce n'était qu'un travail. » Il se pencha plus près. L'odeur de bois de santal et de danger l'enveloppa. « Mais vous n'avez pas fui quand le sang a touché le sol, » murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Vous m'avez soigné. Vous avez mis la robe. Vous vous êtes tenu à mes côtés ce soir, et vous n'avez pas bronché. Le mur est tombé, Nora. » La respiration de Nora devint superficielle. Elle regarda sa bouche.
Elle regarda la fine ligne rouge en voie de guérison sur sa lèvre inférieure où elle avait pressé le tampon d'alcool. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Dominique leva sa main, pressant ses lèvres sur ses jointures. Ce n'était pas un baiser doux, c'était une revendication. « Maintenant, » dit Dominique, ses yeux sombres se fixant sur les siens dans l'ombre. « J'arrête de faire semblant. Je veux juste que tu prennes mes notes. » Lundi matin ne commença pas avec le grincement de la machine à expresso. Nora sortit de l'ascenseur au 64e étage à 7h30. La suite de la direction était d'un calme plat. Elle se dirigea vers son bureau, posa son sac à main dans le tiroir du bas et tendit la main vers le bouton d'alimentation de son écran d'ordinateur. Son ordinateur avait disparu. Les deux écrans, le clavier, la lourde chaise ergonomique, les plateaux de stylo méticuleusement organisés, tout avait entièrement disparu. Le bureau en acajou poli était nu, dépouillé de son existence. La panique la saisit, froide et aiguë dans sa poitrine. Avait-elle mal compris samedi soir? Le baiser dans le VUS sombre avait-il été un test qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, échoué, entraînant un licenciement silencieux et impitoyable avant même qu'elle ne pointe? La lourde porte en chêne du bureau intérieur s'ouvrit. Dominique se tenait dans l'embrasure. Il portait un costume anthracite, la veste déboutonnée, sa cravate absente. Il regarda son bureau vide, puis elle. « Vous êtes en retard, » dit-il. Sa voix était un râle bas et rauque. « Mon équipement, » commença Nora, essayant de garder sa voix stable. « Mes dossiers. » Dominique recula, poussant la porte en chêne plus largement. À l'intérieur, Nora s'avança. Elle franchit le seuil de son bureau caverneux. Le soleil du matin luttait à travers les nuages gris de Chicago, projetant une lumière pâle sur le tapis perçant. Là, positionné à exactement 3 mètres à droite du bureau massif de Dominique, se trouvait son installation. Ses moniteurs, chaises, ses dossiers soigneusement empilés. Le mur physique entre le patron et la secrétaire avait été entièrement démoli pendant le week-end. Nora s'arrêta. Elle fixa le nouvel arrangement. « Vous avez déplacé mon bureau, » dit-elle doucement. « Léo l'a déplacé hier, » corrigea Dominique. Il passa derrière son propre bureau et s'assit. Il ne regarda pas ses papiers. Il la regardait. « Je vous ai dit que le mur est tombé. Je ne veux pas que vous soyez assise là-bas à jouer la réceptionniste alors que vous gérez la moitié de la logistique de cette entreprise. »« Les gens vont parler! Dominique! Le conseil d'administration !» Le conseil d'administration me rendait compte, et ils savent exactement ce qui arrive aux gens qui parlent à tort et à travers. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur le sous-main en cuir. « Asseyez-vous, Nora. » Elle se dirigea vers son nouveau bureau. La proximité était surprenante. Elle pouvait entendre le léger grattement de son stylo sur le papier. Elle pouvait sentir son eau de Cologne sans se pencher. Elle alluma son ordinateur. Le doux bourdonnement du disque dur remplit la pièce silencieuse. Elle ouvrit le premier courriel. C'était une confirmation d'itinéraire du port de New York. « Les routes de l'Est sont dégagées, » dit Nora, ses doigts retrouvant leur rythme familier sur les touches. « Bien. » Le silence s'installa dans la pièce. Ce n'était pas le silence tendu et suffocant des 3 dernières années. C'était lourd, mais c'était chaleureux. C'était le silence d'un espace partagé. Dominique. « Oui. Voulez-vous votre café ?» Il arrêta enfin d'écrire. Il regarda à travers les 3 mètres d'espace qui les séparaient. La chaleur sombre et possessive qui s'était allumée dans le VUS était toujours là, brûlant tranquillement juste sous la surface. « Seulement si vous vous en faites un pour vous, » répondit-il. Ils ne parlèrent pas de samedi soir. Ils n'en avaient pas besoin. Le changement avait eu lieu. Elle n'était plus seulement la femme qui gardait sa porte. Elle était la femme qui s'asseyait à l'intérieur de la pièce lorsque les portes étaient verrouillées. L'illusion de sécurité vola en éclats un jeudi soir. Il était plus de 9 heures. La pluie était revenue, rendant les rues de Chicago luisantes d'un éclat néon graisseux. Dominique était pris dans une conférence téléphonique avec les Siciliens, un appel qui ne nécessitait aucune trace écrite et absolument aucun témoin. Il avait ordonné à Nora de rentrer chez elle. Elle prit l'ascenseur privé jusqu'au parking de la direction. P3. La caverne de béton était entièrement vide, baignée dans la lueur jaunâtre et maladive des lampes à vapeur de sodium. Ses talons claquaient bruyamment contre le pavement. Le son résonnait,
rebondissant sur les piliers de béton. Elle appuya sur le bouton de sa télécommande. Sa berline noire bipa 2 fois au loin. Elle était à 6 mètres de la portière du conducteur lorsque les ombres se détachèrent du mur. 2 hommes. Ils ne portaient pas de costume. Ils portaient de lourdes vestes en toile et des bottes de travail, la tenue des quais. Ils se déplaçaient avec une confiance lente et délibérée, bloquant son chemin vers la voiture. Nora s'arrêta. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un oiseau frénétique piégé dans sa poitrine. « Madame Hayes », dit le plus grand. Il avait un nez épais et cassé, et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Tard ce soir, la prise de Nora se resserra sur son sac à main en cuir. Elle ne recula pas. Il y a 3 ans, elle se serait figée. Elle aurait supplié. Mais elle avait passé les 3 dernières années à regarder Dominique Rousseau démanteler des hommes bien plus terrifiants que ces deux-là. « Le garage est réservé au personnel de direction », dit Nora. Sa voix était étonnamment calme. Elle ressemblait à celle de Dominique. L'homme plus petit gloussa. Un son humide et laid. « On ne cherche pas une place de parking. C'est Gregory qui nous envoie. Il dirige les débardeurs. Il a dit que vous et le patron l'avez insulté au gala. Il a dit que le patron devient un peu trop possessif avec le personnel. Ils étaient un moyen de pression. Gregory était trop lâche pour s'attaquer directement à Dominique, alors il essayait de prendre un otage. Il voulait pressurer le réseau logistique en prenant la femme qui le gérait. Gregory fait une grave erreur de calcul, déclara Nora platement. Si vous vous écartez tout de suite, je ferai comme si cela n'était pas arrivé. Si vous faites un pas de plus vers moi, vous ne vivrez pas pour voir le lever du soleil. Les hommes s'arrêtèrent. Ils se regardèrent, sincèrement surpris par la glace dans sa voix. Puis le plus grand ricana. Il plongea la main dans sa veste. Grande gueule pour une secrétaire. Il sortit une lourde clé à molette en acier. Nora calcula la distance. 3 mètres. Elle ne pouvait pas les distancer jusqu'à l'ascenseur. Elle ne pouvait pas les combattre, mais elle refusait de crier. Un clic lourd et anormal résonna dans le garage vide. C'était le son d'un chien d'armes armé sur un pistolet de gros calibre. Lâche-la. La voix ne résonna pas. C'était une fréquence morte et plate, qui semblait aspirer l'oxygène de l'air. Nora ne se retourna pas. Elle connaissait la voix. Les 2 hommes se figèrent. Le sang quitta le visage de l'homme le plus grand. Il regarda par-delà Nora dans les ombres près de la cage d'ascenseur. Dominique entra dans la lumière jaune. Il n'était pas resté à l'étage. Il l'avait suivi. Il tenait un pistolet noir mat dans sa main droite. Le canon était pointé directement sur le centre de la poitrine de l'homme le plus grand. Son visage était un masque de meurtre absolu et terrifiant. « Dominique, on était juste en train de... » balbutia l'homme plus petit, levant les mains. « J'ai dit, lâche-la » répéta doucement Dominique. La clé en acier tomba bruyamment sur le béton. Dominique ne marcha pas vite. Il avança comme un prédateur, ses yeux entièrement fixés sur les hommes qui avaient menacé ce qui lui appartenait. Il contourna Nora sans un regard, gardant son corps positionné entre elle et eux. Quand il atteignit l'homme le plus grand, Dominique ne cria pas. Il ne posa pas de questions. Il enfonça le lourd canon en acier du pistolet, directement dans le visage de l'homme. Un os craqua. L'homme s'effondra instantanément, hurlant, se tenant un nez brisé. L'homme plus petit se jeta en avant, paniqué. Dominique pivota sur ses talons, attrapant l'homme à la gorge avec sa main gauche. Il projeta le docker en arrière contre un pilier de béton avec assez de force pour lui couper le souffle. Dominique pressa fermement le canon de l'arme sous le menton de l'homme, forçant sa tête en arrière. « Écoute-moi très attentivement », murmura Dominique. Le silence dans le garage amplifia la promesse mortelle dans son ton. « Tu retournes voir Gregory. Tu lui dis que je garde les quais. Je garde les routes de transit. Et s'il regarde un jour dans la direction de cette femme à nouveau, je brûlerai son siège syndical jusqu'aux fondations avec lui à l'intérieur. Tu comprends ?» L'homme s'étouffa, hochant frénétiquement la tête, ses yeux révulsés de terreur. Dominique le lâcha. L'homme tomba sur le pavement, haletant. Il se releva en titubant, attrapa son partenaire gémissant par le col de sa veste et le traîna vers la sortie de l'escalier de secours. La lourde porte métallique claqua derrière eux. Le garage redevint silencieux. Dominique se tenait là, respirant lourdement dans la lumière jaune. Il abaissa lentement l'arme, enclencha la sécurité d'un clic sec et la glissa de nouveau dans son holster d'épaule. Il se retourna. Il regarda Nora.
Elle se tenait exactement là où il l'avait laissée. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Il combla la distance entre eux, en 3 longues enjambées. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il l'attrapa, ses grandes mains encadrant son visage, ses pouces pressant fort sur ses pommettes. Il la regarda dans les yeux, cherchant le traumatisme, cherchant la peur. « Est-ce qu'ils t'ont touché ?» exigea-t-il, sa voix épaisse d'une rage sombre et violente. « Non », souffla Nora. « Est-ce qu'ils t'ont touché ?» répéta-t-il plus fort, le contrôle lui échappant enfin. « Non, Dominique. »« Je vais bien. » Elle leva les mains, les enroulant autour de ses poignets épais. « Je m'en suis occupé. Je leur ai dit ce que tu ferais. » Dominique laissa échapper un souffle rauque et frissonnant. La violence s'écoula de lui, remplacée instantanément par un besoin écrasant et désespéré. Il laissa tomber ses mains de son visage, enroulant ses bras autour de sa taille, l'attirant fort contre sa poitrine. « Tu ne devrais pas avoir à t'en occuper, » gronda-t-il dans ses cheveux. « Tu ne devrais pas être ici en bas toute seule. »« Je n'ai pas peur d'eux, » dit Nora, posant sa joue contre le mur solide et chaud de sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre aussi frénétiquement que le sien. « Je ne suis pas Caleb, Dominique. Je ne me brise pas quand ça devient moche. » Dominique recula légèrement. Il la regarda, ses yeux sombres brûlants. Les derniers vestiges du patron et de la secrétaire furent réduits en cendres, là, sur le béton. Il l'embrassa. Ce n'était pas une douce pression de jointure à l'arrière d'un VUS. C'était une collision. C'était meurtri, désespéré et entièrement dévorant. Il la plaqua contre le côté de sa voiture, ses mains agrippant ses hanches, dévorant l'espace entre eux. Nora ne se recula pas. Elle s'y abandonna, ses doigts s'emmêlant dans le col de sa chemise coûteuse, le tirant plus près. Elle goûta l'adrénaline, le danger et la certitude absolue que cet homme mettrait la ville à feu et à sang avant de laisser quiconque lui faire du mal. Ils ignorèrent complètement son appartement. L'ascenseur privé monta directement au 65e étage, s'ouvrant sur une vaste étendue de verre et d'acier ombragé. La ligne d'horizon de Chicago se déversait à travers les baies vitrées, une grille chaotique de lumière au sodium et de nuages d'orage. Dominique n'alluma pas la lumière. Il se déplaça dans l'obscurité avec la grâce lourde et épuisée d'un homme qui venait de terminer une guerre. Il se débarrassa de sa veste de costume ruinée, la laissant tomber sur le dossier d'un canapé en cuir. Le holster d'épaule suivit. Il déboucla les sangles et posa lourdement l'équipement sur l'îlot de cuisine en granit. Le claquement métallique du canon en acier frappant la pierre résonna dans la pièce silencieuse. C'était le son d'un point final à une phrase très violente. Il versa 2 doigts de scotch dans une paire de verres en cristal. Il traversa la pièce, s'arrêtant à côté de Nora, où elle se tenait, regardant la pluie strier la vitre. Il lui tendit un verre. « Ok » murmura-t-il. Nora le prit. L'alcool brûla un chemin net et chaud dans sa gorge, chassant le froid persistant du garage en béton. « Gregory va riposter », déclara-t-elle, son esprit se verrouillant automatiquement sur l'échiquier. Il a perdu la face. « Le syndicat va faire grève. » Dominique tendit la main, prenant le verre de sa main. Il le posa sur le rebord de la fenêtre à côté du sien. « Qu'il le fasse », dit Dominique. Il entra dans son espace. Ses mains trouvèrent sa taille, lourdes et chaudes, traçant la ligne de ses côtes. « J'ai la meilleure tacticienne de la ville, assise à 3 mètres de mon bureau. Qu'il essaye. » Il leva la main, ses doigts glissant dans ses cheveux méticuleusement épinglés. Un par un, il retira les épingles. Elles tombèrent sur le parquet, avec de légers clics secs. Ses cheveux tombèrent, lourds et sombres contre ses épaules. La secrétaire sévère et intouchable disparut. « J'ai dit à Caleb que j'étais prise dans cette salle de réunion », murmura Nora, posant ses mains à plat contre l'étendue solide de sa poitrine. Je n'ai réalisé à quel point c'était vrai que ce soir. Dominique s'asphyxia, ses yeux sombres fixés sur les siens, captant la lumière ambrée de la ville en contrebas. « Tu es prise, Nora, » dit-il férocement. « Tu es protégée, mais tu n'es pas une possession. Tu gères les chiffres, tu traces les routes. Je ne fais que dégager les obstacles de ton chemin. » Il se pencha, sa bouche effleurant la peau de sa mâchoire. « Es-tu prête à diriger cette ville avec moi ?» Nora regarda l'homme qui brisait des os juste pour la garder en sécurité. Elle ne vit pas un patron, et elle ne vit pas le bouclier. Elle vit un empire. « J'aurai les contrats rédigés pour vendredi. »
murmura-t-elle. Dominic laissa échapper un souffle rauque et saccadé, capturant sa bouche dans un baiser qui promettait la ruine à quiconque oserait jamais se mettre en travers de leur chemin. C'est ainsi que l'on se débarrasse d'un ex toxique et que l'on revendique un empire. Nora a troqué son armure d'entreprise contre un vrai pouvoir. Et Dominic a prouvé pourquoi il est le patron le plus terrifiant et le plus dévoué de Chicago. Si vous avez aimé voir Nora trouver sa force et Dominic démolir quiconque la regardait de travers, écrasez ce bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain drame de romance mafieuse. Quel a été votre moment préféré dans la salle de réunion? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'une romance impitoyable dans sa vie. À la prochaine.